Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous d'économie Le Mag sur i24 News. Au programme aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se dote de son premier transport en commun souterrain. Le métro de Riyad traversera la ville de long en large. Un méga projet de près de 23 milliards de dollars, 16 milliards d'euros, conçu pour décongestionner la circulation au sein de la ville de 6 millions d'habitants qui devra augmenter à 8 millions dans 10 ans. Notre invité du jour, il s'appelle Edouard Kuckerman, homme d'affaires israélien. Il gère un fonds d'investissement parmi les plus importants du pays. Il est à la tête également de l'organisation Go for Europe qui organise comme chaque année une conférence en Israël, l'une des plus prestigieuses conférences d'affaires. On verra ça dans un instant. Enfin, en Inde, les chercheurs d'or de Calcutta redoublent d'efforts à l'approche de la populaire fête de Diwali, pic de l'année pour les ventes de bijoux. Ils parcourent les rues à la recherche de petites particules d'or oubliées par les joailleries. Et voilà pour les petits tours du monde. D'abord, comme chaque jour, de l'essentiel de l'actualité éco avec, pour commencer, accélération surprise de la croissance du secteur privé en zone euro au cours du mois d'octobre. L'indice PMI Composite, qui regroupe l'industrie manufacturière et les services calculés sur la base d'une enquête auprès de plusieurs milliers d'entreprises, a atteint 50,7 après 50,3, alors que le consensus le donnait en repli à 49,9. Et ce biais service est resté inchangé à 52,4 alors que les analystes anticipaient un léger recul à 52,0. Les actions asiatiques en baisse ce jeudi en corrélation avec Wall Street et la chute des prix du pétrole brut, de quoi raviver les craintes des investisseurs sur le ralentissement de la croissance mondiale. L'indice Nikkei du Japon a chuté de 0,4% et l'indice boursier MSCI mesurant la performance des marchés boursiers de pays économiquement développés a chuté de 1,1% hors Japon. Le groupe de distribution britannique Tesco a annoncé que son président Richard Broadbent allait quitter son poste à une date non encore déterminée, et cela à la suite de l'affaire de la surestimation comptable des bénéfices du groupe. Les bénéfices avaient été surestimés de 263 millions de livres, environ 333 millions d'euros au total, ce qu'a montré une enquête interne confiée au cabinet de Deloitte contre une estimation de 250 millions de livres fournie en septembre dernier. Tesco, dans une mauvaise passe au Royaume-Uni, a dévoilé un bénéfice net en chute à 6 millions de livres au premier semestre contre 820 millions un an plus tôt. Et puis une bonne et mauvaise nouvelle pour le Crédit Suisse. La banque helvétique a publié des résultats qui ont nettement dépassé les attentes au troisième trimestre. Son bénéfice net a atteint 1,02 milliard de francs suisses, soit 849 millions d'euros, ce qui constitue un bond de 126% par rapport à la période comparable l'an passé, ce qu'a indiqué l'établissement financier dans un communiqué. Et puis dans le même temps, la Commission européenne a infligé une amende de 32,3 millions d'euros à UBS, Crédit Suisse et JP Morgan pour entente illicite sur le marché des produits dérivés libellés en francs suisses. L'Union bancaire helvétique doit s'acquitter de 12,6 millions d'euros et son dauphin de 9,1 millions d'euros. Et puis Israël cherche à promouvoir les paiements électroniques plutôt que l'utilisation de chèques ou d'espèces. Le cabinet israélien a approuvé la décision de limiter l'utilisation de la trésorerie en Israël. La proposition qui va maintenant être présentée pour approbation à la Knesset est destinée à limiter l'économie de l'ombre. L'utilisation de trésorerie facilite l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et autres infractions pénales, y compris le financement du terrorisme. Quand Riyad se met au transport en commun, la capitale de l'Arabie Saoudite, mais aussi la ville la plus peuplée du royaume, a choisi de se doter d'un réseau de transport métropolitain afin de désengorger ses routes et de réduire les émissions de CO2. Pour cela, les autorités ont fait appel à plusieurs entreprises internationales. La fin de ce projet est prévue pour 2019. On voit ça avec Anthony Lesme. Riyad devrait compter 8 millions d'habitants en 2024, une augmentation de 25% en 10 ans. La capitale saoudienne a donc besoin de soulager un trafic dense et de contenir ses émissions de CO2.
L'État pétrolier s'est engagé dans la construction d'un métro. Le projet de métro de Riyad contient 6 voies et 85 stations. Le projet sera une avancée décisive dans la ville et il contribuera à réduire les embouteillages et mettra Riyad dans les rangs des villes développées. Le projet est considéré comme très important car c'est le plus grand projet en cours en Arabie Saoudite. Ce n'est pas le seul projet de ce type en Arabie Saoudite. 16,5 milliards sont dépensés pour mettre à jour le système de transport de la Mecque. Mais le métro est de loin le plus grand projet dans le pays et il coûtera au moins 23,5 milliards de dollars, couvrant 176 km. Le métro devrait charger 1 million de passagers par jour lors de son lancement, passant à 3,5 millions d'ici 10 ans. Un impact majeur pour la ville. C'est un grand projet et si Dieu le veut, il nous permettra de réduire les embouteillages et de gagner du temps. En ce moment, les embouteillages ont augmenté à cause des travaux pour creuser le métro, mais c'est temporaire si Dieu le veut. Les habitants sont globalement emballés par le projet, mais certains pensent que le métro ne va pas tout résoudre. Je quitte la maison à 6 h et j'arrive vers 8h30, 9 h à cause des embouteillages. Même s'ils construisent le métro, nous continuerons de subir tout ce trafic, en particulier nous, les citoyens de Riyad. Des entreprises de construction américaines, espagnoles et italiennes ont été associées au projet qui devrait être terminé en 2019. 5 000 travailleurs sont déjà employés pour les premiers chantiers. 55 000 devraient suivre, la plupart étrangers avec des visas spéciaux. À long terme, les perspectives d'emploi seront faibles puisque le système sera automatisé avec des trains sans conducteur. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Edouard Kukaraman. Bonjour, vous êtes homme d'affaires israélien, investisseur, président de Catalyst Fund. Et alors l'événement attendu en Israël dans ces prochains jours, c'est la conférence Go Israël organisée par votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors ça s'appelle Go for Israel. On a l'habitude de le faire, c'est la 12e édition de cet événement. Dans le passé, on appelait ça le Go for Europe et pour la première fois, on a changé le nom parce qu'on a beaucoup d'invités, non seulement d'Europe, mais on a 300 invités étrangers d'Asie, des États-Unis et d'Europe et 1000 Israéliens qui participent à l'événement et c'est l'occasion pour les Israéliens, les Européens et les invités internationaux de se rencontrer, de développer des affaires à la fois pour investir dans des sociétés de haute technologie israéliennes ou pour établir des partenariats stratégiques entre entreprises israéliennes et européennes. Alors dans des secteurs tout à fait différents. Alors cette 12e édition, puisque c'est la 12e Go for Europe et maintenant baptisée Go for Israël, elle met à l'honneur la Chine. La Chine, pourquoi? Qui représente, on peut le dire, un nouvel Eldorado pour Israël. C'est vrai que la Chine, ces dernières années, a développé une position importante dans l'économie israélienne. On a eu plus de 10 milliards de dollars d'acquisition par des investisseurs chinois d'opportunités israéliennes. La Chine a même dépassé les Américains en termes de montants investis en Israël. Il s'agit également pour les entreprises israéliennes de se déployer en Chine. Il est plus facile pour des entreprises israéliennes d'être présentes en Europe ou aux États-Unis. Par contre, c'est toujours challenging, comme on dit, de s'implanter sur un marché qui a été pendant très longtemps fermé aux entreprises israéliennes. Donc, d'où l'intérêt du côté également des Israéliens de découvrir, de mieux comprendre le marché chinois. Alors, comment vous expliquez ce phénomène? Alors, ça vient déjà... c'est assez récent. Oui, ça vient déjà... je pense beaucoup du côté chinois. Les Chinois sont très intrigués par Israël, par la culture juive, la culture israélienne. Ils ont beaucoup de respect pour la communauté juive en général et Israël en particulier. Il y a également des valeurs communes entre les Israéliens et les Chinois. Ils apprécient la dimension culturelle, également la façon dont la communauté juive s'est battue et ils voient en Israël, enfin peut-être qu'ils se trompent, mais ils pensent qu'il y a beaucoup de génie dans notre pays et qu'ils peuvent découvrir des technologies et des innovations qui peuvent contribuer au développement des entreprises chinoises, pas seulement pour être compétitifs sur le marché chinois, mais pour être compétitifs au niveau international. C'est-à-dire le secteur technologique, c'est-à-dire le secteur qui les intéresse le plus au final? Tout à fait. On a eu la chance, durant ces 3 dernières années, d'inviter 100 leaders chinois, comme par exemple le président de Lenovo, qui est la plus grosse société aujourd'hui d'ordinateurs dans le monde. Et lorsqu'il est venu, il a dit « Mon principal concurrent, c'est HP. » Et HP a fait plus de 7 milliards de dollars d'acquisition en Israël sur ces 20 dernières années. Nous, on sait qu'HP est beaucoup plus innovante que Lenovo. Donc, pour être compétitif au niveau mondial, on va devoir faire
beaucoup plus d'acquisitions en Israël que ce que HP a fait dans le passé. Alors il faut dire que déjà 300 entreprises israéliennes sont domiciliées en Chine, mais il y a d'autres terres d'accueil en Asie, comme par exemple le Japon, l'Inde ou le Vietnam, d'autres terres d'accueil pour Israël. Quelles sont selon vous les possibilités de développement ? Elles existent, surtout le marché asiatique. On a vu ces dernières années, on a eu près de 30% de croissance sur les 3 dernières années des exportations des entreprises israéliennes sur le marché asiatique. On voit également, pas seulement des Chinois, mais également des Japonais et des Coréens faire de plus en plus d'acquisitions d'entreprises israéliennes. Mais c'est vrai que le gros des montants vient de Chine, avec plus de 10 milliards de dollars d'acquisitions. On a vu par exemple Came China qui a acheté Martechi, plus récemment Tnuva, la plus grosse société dans le secteur alimentaire en Israël, qui s'est fait racheter par la société Bright Food. Donc c'est un phénomène qui va en grandissant, principalement de Chine vers Israël, et je pense que c'est un phénomène qui va encore grandir ces prochaines années. Alors il faut dire que le premier partenaire commercial reste les États-Unis, suivi de la Chine et intéressante position de l'Europe. Est-ce qu'il y a une espèce de désamour entre l'Europe et Israël, peut-être suite à la crise économique ou suite aux appels au boycott qui pourraient influencer les potentiels investisseurs? C'est vrai que la dimension politique est moins importante en Chine qu'en Europe, mais je pense qu'il y a objectivement une opportunité économique parce que il y a un marché en pleine croissance en Chine. Déjà, la relation entre l'Europe et Israël est déjà très forte, mais la croissance est limitée, le potentiel de croissance est limité. Donc on met à l'honneur pour notre événement encore l'Europe. On a un panel qui s'appelle Go for Europe et on a des invités, des hommes politiques européens qui viennent à notre conférence, des sociétés de high-tech, de biotech comme Novartis, France Télécom et des acteurs du monde de l'agro, par exemple, Nigrin et d'autres acteurs qui viennent à notre événement. Mais par contre, on a une présence aujourd'hui sur les 300 étrangers. On a près de 100 Chinois qui viennent à notre événement. Donc ça montre qu'il y a un vrai engouement du côté chinois. Go for Israel qui se déroulera le 27 octobre du coup à Tel Aviv. Toute dernière question, Monsieur Kuckerman, vous êtes aussi membre de Breaking the Impasse, qui est un mouvement qui rassemble des entrepreneurs israéliens et palestiniens. Comment ça se passe exactement ces rencontres en temps de guerre comme l'été dernier ou en temps en général, en règle générale? Évidemment que c'était beaucoup plus difficile de se rencontrer pendant la période de conflit, mais on a eu quand même un dialogue. Je pense que c'est important de maintenir le dialogue. Alors il y a du côté des entrepreneurs israéliens des gens de droite comme de gauche, c'est une organisation apolitique, mais c'est important de maintenir un dialogue et je trouve que de mettre en avant la dimension économique, ça permet de trouver peut-être des gens très pragmatiques pour essayer de créer un pont entre nos voisins et les Israéliens. Merci beaucoup, c'est un beau message, l'appel à la paix. Merci beaucoup Edouard Kuckerman et puis bonne chance pour cette 12e édition de Go for Israel. Les chercheurs d'or de Calcutta qui passent au crible depuis des siècles les déchets de la ville redoublent d'efforts à l'approche de la populaire fête de Diwali, pic de l'année pour les ventes de bijoux. Ils parcourent les rues à la recherche de petites particules d'or oubliées par les joailleries. Regardez. La ruée vers l'or dans une allée de Calcutta. Mohamed Iqbal fait partie de la petite communauté des chercheurs d'or de la ville, appelée Newara. Il passe au crible les ruelles dans l'espoir de dénicher des particules d'or, échappées des ateliers de joaillerie. Une activité qui lui rapporte entre 2 à 2,50 € par jour. Nous n'avons jamais reçu d'éducation. Mon grand-père et mon père faisaient ce métier et je les ai suivis. Mes 2 fils font de même. Nous n'avons pas d'autre travail. Les précieuses particules sont balayées ou englouties dans les égouts avant de ressurgir dans les rues et d'être récupérées par les Newara. Pour les joailliers de la ville, cette activité parallèle est bienvenue. Elle leur permet de maintenir de faibles coûts de production. S'ils n'étaient pas là, il nous faudrait acheter de l'or et notre seule source d'approvisionnement, ce sont les pays occidentaux. C'est pour ça que nous devons payer en dollars et à cause de ça, notre économie en pâtit. L'Inde est le plus important importateur mondial d'or avec la Chine. Et chaque année, à l'occasion de Diwali, les ateliers redoublent d'activité. Ce festival hindou, célébré en hommage à Lakshmi, déesse de la fortune, est considéré comme le moment le plus propice pour offrir de l'or.
Ce n'est pas grave si les prix montent et descendent. Acheter de l'or est une tradition, c'est une coutume en Inde. Vous ne pouvez pas faire de prière sans offrir de l'or en même temps. Cette année, les cours de l'or sont en baisse. Une aubaine pour les acheteurs, mais aussi pour les Newaras. Mohamed espère pouvoir doubler ses gains quotidiens durant la période des festivités. Et tout de suite, le Media Watch, on commence cette revue de presse de l'économie internationale avec une étude de la HSBC sur les destinations préférées des expatriés. Cette information est relayée entre autres par le Huffington Post et le vainqueur est la Suisse, un pays qui apparaît comme une destination offrant des perspectives d'évolution professionnelle ainsi qu'un salaire élevé. Ensuite, on a Singapour sur la troisième marche du podium, c'est la Chine. La France, elle n'est que 23e du classement. Et puis, on termine avec un article de The Atlantic. Il explique que cette année, les Américains devraient dépenser près de 7,4 milliards de dollars pour Halloween. Le journal détaille les sommes consacrées à la décoration, aux costumes et aux bonbons. Il termine en expliquant que 350 millions de dollars seront consacrés au déguisement des animaux de compagnie, une vraie manne pour les commerçants. Voilà, Économie Le Mag touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous nos programmes en replay sur le site. En attendant, l'info continue.